Bonsoir, Facebook Live. Bonne première soirée de ma semaine de sensibilisation du cancer du sein qui commence officiellement ce soir avec un petit live solo. Mais le reste de la semaine, en fait, je vais avoir 5 invités. J'étais censée en avoir 4, puis finalement, j'en ai une petite cinquième qui vient de se rajouter, puis je suis vraiment super contente de ça. Je suis très contente de la programmation. Je pense que vous allez recevoir une panoplie d'informations dans différents angles de la maladie, que ce soit en lien avec la prévention, que ce soit en lien avec une meilleure guérison, que ce soit en lien avec tout simplement des faits, des faits, des statistiques, des types d'informations qu'on n'entend pas assez parler, malheureusement. Je viens d'arriver dans le lieu où je vais demeurer jusqu'à mon départ au Mexique, puis je suis vraiment super excitée. Je ne sais pas si vous voyez en arrière, en background, il y a le lac. Je suis dans les Laurentides et je suis directement sur le bord d'un lac avec les couleurs de l'automne. Ça peut juste pas être plus magique. En plus, j'arrive une journée tellement magnifique, gros soleil. C'est extrêmement paisible. Je voulais faire mon live directement sur le bord du lac, mais finalement, ça se pourra pas parce que... je reçois des messages ici. Ici. Nathalie, est-ce que tu es là? Est-ce que c'est toi qui m'écris pour savoir si c'est ici que le live va se passer? Bon, je peux pas vraiment aller vérifier malheureusement. Mais donc oui, je voulais faire le live sur le bord du lac, puis finalement la réception, la connexion est pas est pas assez efficace sur le bord du lac. Alors, je vais poster des vidéos et des photos à la place. Donc, ce soir, pour inaugurer la semaine de la sensibilisation du cancer du sein, je vais commencer par partager mon histoire. J'en ai déjà parlé dans le cadre de mon défi 365. En fait, la journée, le 12 février 2020, qui était l'anniversaire, le 2 ans d'anniversaire de mon diagnostic, j'avais alloué mon live cette journée-là sur un peu de mon histoire. J'avais partagé un petit peu de mon expérience avec le cancer du sein. Et donc, ça se peut que je répète certaines choses ce soir. Ceci dit, je pense que vous êtes beaucoup de nouveaux qui commençaient à écouter mes lives, en fait, depuis dans les dernières semaines. Donc, il y a des grandes chances que vous avez manqué le live du 12 février 2020. Non, 2022, qu'est-ce que je dis là? 2022. Mon diagnostic était 2020. Alors, c'est quoi mon expérience avec la maladie? Ben, déjà, il faut absolument que je parle de quelque chose. Il faut que je parle de plusieurs choses. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est super important d'en parler, de recevoir des gens, puis de débruiter certaines informations dont malheureusement nos médecins ne parlent pas assez. Parce que quand j'ai reçu mon diagnostic, je suis tombée sur le cul de tellement de choses que j'ai appris que je ne savais pas avant. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que pour une raison que j'ignore encore, avant que je reçoive mon diagnostic, j'étais convaincue que s'il y a bien une maladie que j'allais pas avoir dans ma vie, c'était un cancer du sein. Pourquoi? Parce que j'étais convaincue que c'était génétique, que c'était une maladie principalement génétique. J'ai deux amies qui ont le gène dans leur famille. Elles se sont pas testées elles savent pas si elles ont le gène, mais tu sais, leur mère, leur tante, il y a beaucoup de femmes dans leur famille qui ont le gène du cancer du sein et donc qui se font faire des mammographies depuis, je sais plus, l'âge, est-ce que c'est 40 ans, est-ce que c'est, oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est 40 ans quand tu as le gène, puis on essaie de descendre ça à 30. Mais je me rappelle de les écouter, je me rappelle de les écouter parler de cette réalité-là, du fait qu'ils sont toujours en train de vérifier s'il n'y a pas des nouvelles bosses, faire la mammo, évidemment, puis des échographies annuellement et tout ça. Puis je me rappelle de les écouter comme... Moi, je trouve pas au-dessus de ça, évidemment, là, mais tu sais, comme... Ben, moi, c'est vraiment pas une réalité. Moi, non seulement il y a zéro cancer dans ma famille, mais il n'y a pas de cancer du sein. Euh, Clairement, si j'ai une maladie dans la vie à un moment donné, un jour dans ma vie, ça va être d'autres choses. Tu sais, genre, je me disais, ah, c'est bien poche, pas vous. Tu sais, un peu comme ça. Ben, c'est qui a eu un cancer entre nous trois? C'est moi. C'est moi qui ai eu le cancer du sein. Fait que, ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire parce que la réalité, c'est que
la partie génétique de cette maladie-là, c'est environ 20% maximum. Quand on parle de tous les autres cancers, là, le rôle que joue la génétique dans les autres cancers, c'est 5%. Cancer du sein, un petit peu plus. J'avais un petit peu raison de penser que la génétique était particulièrement puissante là, dans l'équation d'un cancer du sein, mais quand même, 80% des cancers du sein ne sont pas génétiques. C'est quoi? C'est les hormones, c'est l'environnement, comme les autres cancers. C'est quoi l'autre 95% des cancers? Ils viennent de où? Si c'est pas génétique, de l'environnement, du stress, de la malbouffe, des choix de vie finalement. Quand je dis l'environnement, ça veut dire notre façon de vivre, nos choix de vie, la façon de se traiter, la façon de manger, puis l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, etc., etc. On va en parler beaucoup cette semaine de toutes ces choses-là. Je vais vraiment rentrer en détail là-dedans. Ce soir, mon live, il sert à rentrer en matière en vous partageant un peu de mon histoire, de mon expérience. Fait que, la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est de vous rappeler que c'est pas parce que vous n'avez pas le gène dans votre famille que vous êtes à l'abri, que vous êtes safe. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Aucun cancer, c'est comme ça que ça marche, puis le cancer du sein ne fait pas exception à la règle, lui non plus. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'une femme sur 8 va recevoir un diagnostic de cancer du sein dans sa vie. Puis ça, c'est un chiffre qui augmente. On n'était pas là il y a 10 ans, là. On était encore moins là il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est rendu à une femme sur 8. On le détecte plus facilement, le cancer du sein, les cancers. On les détecte plus facilement parce que la science a évolué. Puis on est capable aussi de mieux s'y attaquer parce qu'encore une fois, la science évolue et tout ça. Fait que ça, c'est fantastique. Mais ça ne change pas le fait qu'il y a de plus en plus de diagnostics. Pourquoi? Bien, la réponse, dans le monde dans lequel je baigne, qui est celui de la médecine fonctionnelle, de la santé intégrative, on parle de malbouffe et de toxines environnementales. Je vais parler je vais rentrer vraiment, je le répète parce que c'est important, un des points extrêmement importants, surtout en lien avec le cancer du sein, parce que la grande majorité des cancers du sein, c'est des cancers en lien avec les hormones, cancers hormonodépendants. Et là, on peut faire un lien avec les toxines environnementales qui sont dans la grande majorité des cas des perturbateurs endocriniens. Donc, ils peuvent jouer un rôle. Ils peuvent participer au développement de la chose. Je dis bien peuvent, tu sais, bon. Mais encore une fois, je vais rentrer dans tous les détails cette semaine avec mes invités, avec l'aide des spécialistes que j'ai invités. Mais là, je viens juste déposer des petits faits comme ça parce que c'est important qu'on commence déjà à prendre conscience de c'est quoi exactement cette maladie-là, qu'est-ce qui peut contribuer à laisser la masse cancéreuse se développer dans le sein. C'est ça. Alors, je reviens à mon histoire. Moi, je pensais que j'étais safe, je pensais que j'étais au-dessus de ça. Nature humaine, est-ce que c'est un mécanisme de défense? Peut-être, peu importe. J'étais tellement convaincue que jamais j'allais avoir un cancer du sein que je m'étais jamais fait faire je m'étais jamais fait le self-test, l'examen, en fait, du toucher, tout simplement. Je le voyais dans les campagnes de sensibilisation de cette maladie-là. J'en entendais parler. Pas de mes médecins, mais juste comme, tu sais, pour avoir vu de la publicité passer, tout simplement. Mais moi, vraiment, là, je pensais tellement que j'étais au-dessus de ça que je le faisais même pas, l'examen. Comment j'ai su? C'est presque un heureux accident. En fait, j'étais assise, on est à ce moment-là au milieu du mois de janvier 2020. Je suis assise devant la télévision, puis il y a une campagne de sensibilisation, encore une fois, en lien avec le cancer du sein, qui parle de l'importance de faire le self-exam, le test du toucher. Et j'ai fait ça comme ça. Ma main, automatiquement, est juste comme allée au-dessus de mon sein droit. Elle s'est déposée sur la masse. Et là, j'ai fait « ben c'est bien bizarre ça. Ah, OK. » Puis là, je suis allée de l'autre côté. Je fais « Ah, il n'y a rien de l'autre côté. » Ah, fait que donc, ben bizarre. OK, ben oui, j'ai une bosse ici. Ah, j'en ai pas là. Et ben j'ai décidé de j'ai la chance d'avoir une médecin de famille à qui j'ai accès quand même assez facilement. Je peux prendre des rendez-vous quand même assez facilement. Alors ce soir-là, sur mon ordinateur, j'ai pris un rendez-vous tout de suite.
L'étape suivante, ça a été d'aller la voir et elle a tâté la chose, elle a touché à la masse, puis ce qu'elle m'a dit, c'est Émilie, c'est un kiss. Elle m'a dit, Émilie, 100% sûr que c'est un kiss. Et j'ai dit, 100% sûr que c'est un kiss? Elle m'a dit, ben là, tu sais, pour moi. Elle dit là, regarde, moi je te le dis là, puis elle m'a expliqué pourquoi qu'elle disait ça. Elle dit, je suis capable de le bouger. Tu sais, un cancer, normalement, quand c'est une masse cancéreuse, c'est comme plus solide, puis c'est attaché, on peut pas vraiment le manipuler, versus un kiss, on peut le manipuler. Ça, c'était son explication à elle. Elle m'a dit, garde, Émilie, tu vas être menstruée là, dans quelques jours, ben, on va laisser tes menstruations passer. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est menstrué, quand c'est un kiss, ben, le kiss, il peut prendre de l'ampleur pendant le cycle menstruel, mais après ça, quand le cycle menstruel a terminé, la masse, le kiss peut se résorber ou carrément disparaître. Fait qu'elle m'a dit, là, énerve-toi pas, c'est pas un cancer. Elle m'a même dit ce jour-là, est-ce que ça se pourrait que tu sois un petit peu hypochondriaque? J'ai dit, ben écoute, peut-être que je suis un petit peu hypochondriaque. Je sais pas quoi te dire, mais j'ai senti le besoin de venir vers toi après avoir touché cette chose. C'est ce que j'ai dit. Elle m'a dit, écoute, on passe un mois, là, puis si jamais dans un mois la masse est encore là, on prendra un rendez-vous pour une échographie. Elle dit, tu peux même pas te faire de mammographie parce que tes seins sont trop denses et on voit pas, on peut pas voir de masse cancéreuse dans la mammographie quand les seins sont denses. Ça a été sa réponse. J'ai fait, OK. J'ai tout noté ça. Je suis sortie de la clinique, puis j'étais pas confortable avec ce plan-là. Ça me rendait pas confortable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, non. Ce que j'ai fait, c'est que je fréquentais quelqu'un à l'époque. Le soir, j'y en ai parlé. C'était quand même une relation assez... Excusez-moi. C'était quand même une relation récente. C'était une relation de 3 mois à peu près. Puis quand je lui en ai parlé, il m'a dit, ben oui, je l'ai senti il y a 3 mois, quand on a commencé à se fréquenter. Mais tu sais, moi, dans ma tête, c'est un kiss. Je me suis dit, elle doit bien le savoir qu'elle a ça. Puis ça doit être un kiss. Les femmes ont des kisses, tu sais, souvent dans les seins. Fait qu'il m'en avait pas parlé, puis c'est correct, tu sais, je le comprends. C'est un peu délicat, on s'entend, là, comme information, surtout quand tu commences à fréquenter quelqu'un. Mais c'est un petit peu ça qui m'a... Je me suis dit, ah, donc ça veut dire que ça fait 3 mois que j'ai ça. OK. Ben, moi, je vais prendre un rendez-vous pour une échographie parce que je suis pas confortable. Ça me tente pas d'attendre un mois. Je sais pas. Je suis pas bien. Fait que j'ai pris un rendez-vous pour une échographie. Et je pense 2 jours plus tard, j'arrivais à la clinique de radiologie et ils m'ont dit, ben on a une mammo de cédulé. J'ai dit, ah, ben c'est bizarre parce que ma médecin de famille m'a dit que ça servait à rien que je fasse une mammographie à cause de la densité des seins. Puis elle m'a dit, ah non, il faut qu'on te fasse une mammo absolument. J'ai fait, oh mon Dieu, OK, tout plein de nouvelles informations. Alors, j'ai fait la mammographie, puis une fois que la mammographie elle était terminée, ils m'ont dit, allez vous installer dans la salle de l'échographie, la radiologue va venir vous rejoindre. Et moi, là, je fais OK, parfait, je m'étends sur la table de l'échographie et la radiologue rentre. Quand elle est rentrée dans la salle, je savais que c'était un cancer. C'était écrit dans son front. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement que ça. Je suis tombée de ma chaise à ce moment-là. Moi, j'étais sûre que c'était un kiss. Ma médecin me l'avait dit, puis j'avais parlé à plein de monde, ben, des femmes autour de moi qui ont eu des kisses plusieurs fois. Puis me disait... Et une de mes amies qui est médecin qui m'a dit, Émilie, tu veux savoir c'est quoi les chances que ce soit un cancer? Là? Ce que tu as dans le sein, là, c'est moins qu'1%. Là. Puis j'avais fait, ah ouais. Tout ça pour dire que, tu sais, j'étais relax. Là. Je pensais pas que c'était... Je faisais ce que j'avais à faire pour dormir, la conscience tranquille. Mais j'étais sûre que jamais de la vie, je pensais que c'était un cancer. Quand la radiologue est rentrée dans la salle, c'était écrit dans son front, son regard voulait tout dire. Puis elle venait juste de regarder les images de la mammographie, c'est tout. Elle avait même pas fait l'écho encore. Là. Puis elle m'a dit, ouf, c'est quand que tu as découvert ça? Je fais, quoi? Je comprends pas. Découvert quoi? C'est un kiss que j'ai? Puis elle m'a dit, oh non. Oh non, il faut faire une biopsie, là, c'est sérieux. Et là, la première partie de la bombe est tombée dans ma vie à ce moment-là. On a fait l'échographie. Je suis sortie. Le rapport a été envoyé directement à ma médecin de famille qui m'a appelé comme 1 heure après. Elle m'a appelé sur mon cellulaire.
pour me dire tu veux-tu t'en venir tout de suite à la clinique, qu'on jase? Et donc, je suis allée la voir tout de suite à la clinique. Puis elle m'a dit ouais, ça augure mal, Émilie, les rapports sont assez clairs, là. Faut faire une biopsie, c'est sérieux, tu sais. Fait que là, ben, j'en avais pas parlé à personne. Là. J'ai commencé, j'ai appelé mes parents, j'en ai parlé à tout le monde. La panique a pogné. Puis là, c'est là qu'à partir de ce moment-là, là, on était à la mi-janvier. À partir de ce moment-là, ça a pris 1 mois avant que je reçoive le diagnostic officiel. La biopsie est arrivée 2 semaines après ce moment-là, après le moment de la mammo puis de l'écho. Fait que j'ai eu 2 semaines juste pour attendre la biopsie. Perd un premier 10 livres, là, tu sais, de shake, là, plus capable de manger, difficulté à dormir, de la misère à respirer. Je respirais ici. Je respirais comme ça tellement que je n'ai jamais été stressée de même de toute ma vie. Biopsie, le jour de mon anniversaire, le 31 janvier 2020, fait la biopsie. Et ils me disent, ben, dans 2 semaines, on va vous donner les résultats. Fait que j'avais un autre 2 semaines à attendre. Ou encore une fois, là, j'ai perdu l'autre 10 livres, là, tu sais, mange plus, stressée complètement. Là, ça avait aucun bon sens comment j'étais stressée. Je remplissais des feuilles de papier en écrivant Bénin, 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 Bénin. J'essayais de faire de la loi de l'attraction. J'essayais de crier à l'univers. Faites que ce soit pas ça, faites que ce soit pas ça. J'ai compris, je regardais le ciel, puis j'étais comme j'ai compris le message, là, je le sais ce que vous voulez me dire avec ça, je le sais, là, je le sais que je prends pas bien soin de moi, je le sais que j'ai des affaires à régler, je le sais que j'ai du ménage à faire, je sais que... Mais en même temps, il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui non seulement savait que c'était ça, mais qui savait aussi qu'il fallait que ça soit ça. Là, ça va sortir, ça va sonner vraiment particulier. Je suis très consciente de ça. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que je sais que je suis quelqu'un qui a la tête dure. Je suis quelqu'un qui entend pas les messages complètement, qui a passé ma vie à ne pas assez entendre les messages, à ne pas bien entendre les messages, à banaliser les messages, à continuer ma course effrénée de vie en me disant que j'allais être correct, que tout ça c'était normal, que tout ça, que c'est comme si quand là, la possibilité que j'ai cette maladie-là s'est présentée à l'horizon, c'est comme si j'ai compris que c'était le message ultime, puis que j'allais avoir besoin de ça pour guérir des affaires que si mon état n'était pas menacé par une maladie mortelle, j'aurais continué les choix malsains que je faisais dans ma vie avant, ou le rythme effréné, le stress chronique, la déconnexion avec moi-même, bon, tu sais, tout ça. Je mangeais quand même assez bien, je faisais de l'exercice, mais d'une façon complètement déconnectée avec mes réels besoins à moi. J'appliquais une recette, tu sais, ce qu'on fait beaucoup, en fait, mais je me posais pas la question, oui, mais moi, j'ai besoin de quoi, moi, exactement? Qu'est-ce qui me convient à moi? Qu'est-ce qui me, tu sais, qu'est-ce que mon corps a besoin vraiment, 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 là? Fait que j'étais juste dans, ah ouais, il faut manger ça, on va manger ça. Ah oui, il faut s'entraîner, on va m'entraîner. Mais c'était tout. Je respirais pas. Je respirais en surface parce que je carburais au stress chronique du matin au soir. J'étais tout le temps en mode fight or flight, mode adrénaline. J'étais une workaholic, perfectionniste. J'étais dans la performance finie. Je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, ouais, c'est ça. Fait que donc, c'est pour ça que je dis que c'est comme si je le savais que tout ça faisait du sens tout d'un coup. Je voulais pas me l'admettre parce que je voulais pas appeler la maladie vers moi, mais je sentais quelque part dans le fond de moi qu'il fallait que ça soit un cancer pour que les choses changent pour de vrai dans ma vie. C'est fou de même. Et comme de fait, 2 semaines après la biopsie, en fait le 12 février 2020, une de mes grandes amies m'a accompagnée. On est allé, j'avais rendez-vous à 5 heures le soir dans la clinique privée. Merci Sylvain, merci beaucoup. On est allé s'asseoir dans la salle d'attente de l'oncologue chirurgien qu'on m'avait attitré. En fait, c'est ma médecin de famille qui m'avait attitré à ce premier oncologue-là.
Et il avait été pris dans une chirurgie d'urgence, donc il est revenu, il a appelé mon nom à 7 heures le soir. Fait qu'on a passé 2 heures dans la salle d'attente. Mes pieds shakaient, je shakais, j'étais pas capable de respirer. Mon amie, elle me tenait la main tellement, tellement fort, là. Ça avait aucun bon sens, l'état dans lequel j'étais. Finalement, à 7 heures, on appelle mon nom. On s'assoit dans la salle, mon ami et moi. Et l'oncologue est rentré, puis il a même pas pris le temps de s'asseoir, qu'il a dit, bon, ben, Madame Gauthier, les nouvelles sont mauvaises. Comme on s'y attendait, c'est un cancer, puis c'est un cancer agressif. Et ben, comment on reçoit ça? Exactement comme dans les annonces. Je ne sais pas qui a fait les recherches pour la campagne il y a eu une campagne à un moment donné de cancer, là, quand on reçoit le diagnostic puis que la chaise, elle tombe par en arrière, là. C'est un peu ça, sauf qu'on tombe pas littéralement, on tombe à l'intérieur de nous. Mais c'est vraiment comme plus de son, plus d'image. Il y a comme une espèce de tu gèles, tu freezes. Puis là, je voyais dans mon champ de vision, je voyais dans mon angle mort plutôt mon ami à côté de moi qui essayait d'écrire des notes, mais qui pleurait comme une madeleine. Mais je savais que c'était peut-être pas la meilleure personne pour m'accompagner finalement. Si tu m'écoutes, ma chérie, je t'aime, mais on s'en est déjà parlé, tu le sais que t'étais, en fait, t'étais très, très émotive. Moi, j'étais gelée. Moi, j'entendais rien parce que j'étais gelée, puis il y avait comme plus aucune émotion. J'étais rentrée, en fait, dans l'état de protection qu'on appelle. On a le système nerveux sympathique, on a le système nerveux parasympathique, puis on a le système de freeze qui est de protection automatique. Quand le corps humain fait face à un gros choc, c'est comme si tout est shut down. C'est comme si tout le système va se mettre à zéro, il va s'éteindre. C'est comme si la lumière s'éteint pour te protéger parce que c'est comme trop gros ce qui est en train de se passer. C'est littéralement ça. En tout cas, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de littérature là-dessus. Je vous invite à aller lire si ça vous intéresse. Mais donc, ça pour dire que moi, je suis tombée dans l'état freeze protection pendant que mon amie, elle était en mode je pleure comme une madeleine puis j'étais en mode panique. Fait que l'oncologue qui a quand même l'habitude de donner des diagnostics intenses comme ça savait qu'on était limité dans la quantité d'informations qu'on allait être capable d'enregistrer à ce moment-là. Fait qu'il a seulement pris un petit morceau de papier puis il a écrit 3 affaires. Il a écrit un chiffre sur 3. Il a écrit 3 sur 3. Puis il a dit, elle est grade 3 sur 3. Et il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit? Je me rappelle plus. Il a écrit HR2. En tout cas, il a écrit un chiffre. On comprenait absolument rien. Quand on est sorti, mon ami avait compris que j'étais stade 3. Fait que mon ami a appelé mon père. Puis il a dit que j'étais stade 3. On comprenait pas. Alors, je vous explique. C'est quoi la différence maintenant? Je le sais 3 ans plus tard. Le grade, c'est l'agressivité. Il y a 3 chiffres. En fait, c'est sur 3. Fait que 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Moi, j'étais 3 sur 3. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il était le maximum d'agressivité. L'agressivité, ça veut dire la rapidité à laquelle ça se prolifère, que les cellules cancéreuses vont se proliférer. Ça veut dire que ça grossissait très vite, mon truc, finalement. Le grade, c'est ça. Puis le stade, c'est à quel point c'est répandu. Fait que stade 1, c'est encapsulé. Le cancer est vraiment juste dans une capsule, comme dans la tumeur. Là, je vais juste parler du cancer du sein parce que les stades ailleurs pour les autres types de cancers, c'est différent. Mais pour le cancer du sein, stade numéro 2, c'est qu'il peut avoir une ou des cellules cancéreuses qui sont ailleurs dans le sein. Pas juste dans la tumeur, mais ils peuvent être ailleurs dans le sein. Stade 3, c'est que c'est rentré dans les lymph nodes, qui sont les... putain. C'est quoi lymph nodes en français? Les ganglions, sentinelles, les glandes sentinelles, voilà. Alors, dans le bras, les femmes, c'est comme un circuit, OK? C'est attaché, il y a un circuit qui est attaché à l'intérieur, qui rentre à l'intérieur du sein et qui va continuer son chemin dans les bras, en dessous de l'aisselle et dans le bras. Quand on a des cellules cancéreuses qui sont rentrées dans les lymph nodes, dans les glandes, en dessous du bras, ben là, on parle de stade 3. Et stade 4, c'est quand c'est sorti de cette espèce de... Moi, je vois ça comme une toile d'araignée un peu. Quand c'est sorti de ce circuit-là, dans le circuit du sein, et que là, c'est allé se loger ailleurs, dans le foie, dans les poumons, sur la peau, peu importe, ben là, on parle de stade 4. On ne peut pas savoir officiellement le stade tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait la chirurgie, qu'on n'a pas ouvert. Parce que on peut juste aller, ce qu'ils vont faire, c'est que pendant la chirurgie, ils vont aller enlever
des glandes, ils vont enlever des ganglions, 1, 2 ou 3 ou plus, puis ils vont faire le test dans la salle d'opération, en plein pendant la chirurgie, pour voir s'il y a des cellules cancéreuses à l'intérieur. Donc, moi qui essayais de comprendre, mais je suis stade quoi? Ma vie est-tu en danger? Je suis où? Je suis c'est tout ça. C'était impossible de me le dire, tant et aussi longtemps qu'ils n'avaient pas fait ma chirurgie. Par contre, il y a un test qu'ils nous font faire, qui est un TEP scan pour voir s'il y a de l'activité cancéreuse dans le reste du corps. Puis là, c'est un test nucléaire. Ils te font prendre un espèce de liquide, là, c'est comme un espèce de lait yogourt super épais, un peu dégueu. Puis là, tu deviens radioactif. Ils te gardent dans une pièce, puis après ça, ils te mettent dans une machine. C'est du glucose, en fait. C'est du sucre qu'il y a dans le produit en question, qui va venir comme éveiller les cellules cancéreuses qui peuvent être ailleurs dans le corps. Ça, après la biopsie, là, c'est probablement le test le plus stressant qu'il y a dans tout le processus du cancer du sein parce que c'est là que tu sais si tu as des métastases ou pas de métastases. Par contre, sont encore pas en mesure. Là, c'est sûr que s'il voit des métastases partout, on peut parler de stade 4, effectivement, là. Mais moi, dans mon cas, il n'y avait pas de métastases aux images du TEP scan et donc, il n'était pas en mesure de me parler de stade encore. Là, je suis... OK, là, je viens de recevoir le diagnostic. On est le 12 février 2020. Tout ce que je sais, c'est que c'est un cancer qui est agressif. Et, mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Ah oui, écoute, j'y ai posé une question. Il y a une phrase qui est sortie de ma bouche dans je sais pas, 20 minutes on était assis dans le bureau de l'oncologue. Puis ça a été, est-ce que je vais mourir? Puis il m'a répondu, de nos jours, on guérit 85% des cancers du sein. Ça a été ça, sa réponse. Donc, en gros, il est allé vers le positif. Il aurait pu me répondre, il y a 15% de chance que tu meurs. C'est un petit peu ça que ça voulait dire. Je suis sortie de là en n'ayant aucune information. L'information, je l'ai eue 2 jours plus tard, quand l'infirmière, infirmière pivot de l'hôpital du CHUM m'a téléphoné et là, elle m'a expliqué ce qui se passait. Elle m'a expliqué vraiment concrètement ce qui se passait dans mon corps. Concrètement, oui. Elle m'a expliqué que mon cancer est un cancer hormonodépendant qui était nourri par l'estrogène. Elle m'a expliqué c'était quoi le code que l'oncologue avait écrit sur le papier le jour du diagnostic, parce que je comprenais absolument pas. Il était écrit HER2 avec négatif, puis il était écrit OE positif. Ça voulait dire estrogène positif, mais je comprenais rien. Je savais pas ce que ça voulait dire. Puis bon, tout ça. Et puis, donc voilà, après ça, l'infirmière m'a appelé pour me dire ce qui s'en venait pour moi. Elle m'a dit, on en a pour plusieurs semaines d'analyse, de tests, avant de savoir qu'est-ce qui va se passer pour toi. Parce que, en fait, la première question à se poser, c'était, on a besoin de savoir la nature exacte de ta tumeur. C'est quoi la nature de ta tumeur pour savoir si ça va bien répondre à la chimiothérapie ou bien si on serait capable de traiter seulement avec de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est des médicaments qui viennent bloquer la production d'hormones, estrogène et progestérone dans le corps parce que la tumeur, elle se nourrit de ça. Alors, première chose qu'on a faite, ça a été d'envoyer un échantillon de la tumeur dans un laboratoire en Californie. Ça s'appelle l'Oncotype, pour si jamais il y a des femmes qui ont eu ou qui ont un cancer du sein, vous avez probablement entendu parler de ça, l'Oncotype. Donc, on a envoyé ça. Là, j'ai eu un 20 jours d'attente. Je priais le bon Dieu encore de ne pas faire de chimiothérapie. J'espérais tellement ne pas avoir à faire de chimiothérapie. Malheureusement, ça n'a pas été ça. C'est pas ça qui s'est passé. Les résultats sont revenus du laboratoire de l'Oncotype en Californie pour dire que le code de mon... Là, c'est difficile à expliquer. Je peux pas vous expliquer ça d'une façon scientifique. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, tout ce que ça voulait dire, c'est que c'est un chiffre qui va jusqu'à 100. Et s'il est supérieur à 12, si je ne me trompe pas, ou 11, tu ne peux pas, t'es pas une candidate pour l'hormonothérapie, tu es obligé de faire de la chimiothérapie. Dans mon cas, j'étais à 30. Donc, ça voulait dire que c'était trop agressif pour l'hormonothérapie. Et donc, il allait falloir que je fasse de la chimiothérapie. Et c'était la totale.
Non, il n'était pas répandu, le cancer que j'avais. Non, il n'y avait pas de métastase, heureusement. Mais l'agressivité disait qu'il fallait que j'aille la totale. Ça veut dire 6 mois de chimiothérapie, 10 ans d'hormonothérapie après la chimiothérapie, une chirurgie et de la radiothérapie pendant 2 mois. La totale. Ça, j'ai appris ça. Là, on est rendu, je pense, mi-mars, 12 février. On rajoute 20 jours au 12 février, début mars, mettons. La pandémie explose, je vous rappelle, à ce moment-là. Le gouvernement annonce les restrictions, le confinement, tout ça, les bureaux ferment. Les patients en chimiothérapie ne seront pas en mesure d'être accompagnés à partir de maintenant. Ils ne pourront plus être accompagnés. Il va y avoir des chirurgies qui vont être cancellées. Tout ça. Moi, là, tout ça se passe en même temps. C'est fantastique. Et donc, c'est ça. J'apprends ça. Et mon premier traitement de chimio, ça a été le 23 mars. J'ai décidé d'allouer un des lives que je vais faire cette semaine à 100% sur la chimiothérapie. Donc, je ne partagerai pas d'informations en lien avec la chimio ce soir, mais il y a tellement d'informations à dire en lien avec ça que c'est ça, que je vais allouer un live complet sur le sujet. Pour le moment, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'intention de vous parler de mon cheminement à moi, de la façon que ça s'est passé, mais aussi des traitements complémentaires. Je préfère dire complémentaires et non alternatifs parce que dans mon cas, ça a été complémentaire parce que j'ai fait les traitements conventionnels qui sont la chimiothérapie. Ceci étant dit, j'ai décidé de ne pas faire la radiothérapie. Je vais vous expliquer aussi éventuellement cette semaine la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas faire la radiothérapie. C'est un choix très, très, très personnel. Mais donc, oui, c'est ça. Fait que je vais recevoir quelque part cette semaine une de mes très bonnes amies que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Jeanne Leblanc, qui est une cinéaste extrêmement talentueuse, qui est une cinéaste magnifique, réalisatrice qui a eu un diagnostic de cancer du sein 1 an et demi après moi, je crois. Pendant que j'étais en chimiothérapie, elle était venue me voir. On avait pris le thé ensemble. Elle avait été vraiment extraordinaire. On avait parlé longtemps et tout ça. Et est-ce qu'on se doutait à ce moment-là qu'elle serait la prochaine sur la liste? Absolument pas. Mais donc, Jeanne a reçu un diagnostic de cancer du sein, elle aussi. Puis, elle a vraiment, quand on parle de jouer un rôle actif dans notre chemin de guérison, elle incarne très, très bien ça. Elle a vraiment pris un rôle, elle a vraiment joué un rôle actif dans sa guérison. Elle est allée chercher toute l'aide dont elle avait besoin en parallèle des traitements conventionnels parce qu'elle aussi a fait la chimiothérapie et la radiothérapie et l'hormonothérapie. Mais en parallèle de ça, elle a vu des spécialistes qui ont fait toute la différence dans son expérience, dans son chemin vers la guérison, et c'est ça qu'elle va venir partager avec nous. Elle a vraiment une panoplie d'informations à vous partager, des noms à vous partager, mais elle a vraiment, on n'a pas eu un chemin semblable, oui, mais on n'a pas eu le même chemin vers la guérison du tout, Jeanne et moi. Jeanne, elle a des éléments à vous partager dont moi, je ne pourrais pas vous partager, fait que je trouve ça vraiment super. Alors voilà, fait que Jeanne va venir nous parler. Demain, on a Marie-Philippe Jean, qui est une autrice aussi, scénariste, femme magnifique que je ne connais pas personnellement, mais que je suis sur les réseaux sociaux depuis un petit bout. Marie-Philippe a reçu un diagnostic de cancer du sein, elle, l'hiver passé. Et elle vient tout juste de terminer ses traitements de chimiothérapie, puis elle va avoir sa chirurgie bientôt. Elle va venir nous partager un petit peu de son expérience, comment ça s'est passé, les deuils, les bouleversements, le choc, les choix qui viennent avec. Moi, plein de choses vraiment pertinentes qu'elle va venir nous partager. Ensuite, ça va être demain à 17h. Ensuite, mardi, ça va être mon amie Marina Orsini qui va venir parler de la prochaine danse, comme je vous ai déjà parlé, parce que ça aussi, c'est une position à ne pas négliger dans l'expérience d'un cancer. On a tendance à focusser sur la victime, sur la personne qui a le cancer, mais les gens qui sont proches de la personne qui a la maladie aussi
vivent une forme de choc, vivent les contre-coups de la chose. Et c'est une position qui est importante. Je pense qu'il faut de plus en plus en parler. Faut donner un maximum d'informations à ces personnes-là, les outiller le mieux possible, leur laisser une place pour s'exprimer, pour parler aussi. Alors, ouais, je crois que Marina, c'est quelqu'un qui est vraiment très bien placé pour parler de ça, déjà parce qu'elle a un podcast sur le sujet de la prochaine danse. Salut, Julie! Donc, elle va venir, ouais, c'est ça, nous parler, elle va venir nous partager de l'information super pertinente, je crois. Ensuite, mercredi, Paola De Chico, qui est une médecin naturopathe qui connaît très, très, très bien cette maladie-là, pas pour l'avoir eue elle-même, mais pour l'avoir étudiée beaucoup, pour comprendre très, très bien l'origine hormonale de la maladie. Et elle va nous partager une panoplie d'informations pour mieux prévenir et pour mieux guérir si on a déjà la maladie. Donc, que vous soyez la Émilie sans gène dans votre famille, sans la génétique dans votre famille, sans cancer dans votre famille, qui vous croyez être à l'abri de cette maladie-là, avant le diagnostic, c'est sûr que vous allez apprendre une panoplie d'informations. Moi, je vous le dis, là, c'est ça que j'ai écrit. Quelle maladie? Le cancer du sein, Julie, c'est à partir de ce soir, les 8 prochains jours. Avec ce soir, je vais parler du cancer du sein dans le cadre du mois de la sensibilisation au cancer du sein, qui est le mois d'octobre. Alors, je vais partager en fait la programmation ce soir. J'attends d'avoir la confirmation de mon amie Jeanne pour la journée exactement et l'heure, mais sinon, les 4 autres invités, c'est déjà seté. Donc, c'est ça. Marie-Philippe Jean demain, Marina Orsini mardi, Paola De Chico mercredi et Mélanie Roy, spécialiste en hormones, qui va être là le dernier soir de la semaine, qui va être le 10 octobre, et Jeanne quelque part entre ça. Moi, je vais avoir des lives solo à travers ça pour parler de la chimiothérapie, entre autres. Puis pour parler de l'après aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on est une femme qui est encore censée être dans son cycle reproductif, qui n'est pas censée être ménopausée, mais là, qui est soudainement ménopausée et donc et qui ne peut plus avoir d'enfants déjà. La féminité prend un coup. Il y a plein de choses, il y a plein d'éléments dont on ne parle pas assez, selon moi, que j'ai envie de partager avec vous. Oui, Annick Lemay, c'est une amie à moi, en fait. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Mais elle ne fera pas partie de la programmation, Annick. Mais elle aurait pu. Écoute, oui, tout à fait. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si jamais, bon, je vais terminer comme ça. Si jamais il y a des points, des questions, peu importe c'est quoi en lien avec le cancer du sein, évidemment, peu importe c'est quel angle en lien avec la maladie, je vous invite à les partager. Je vous invite à poser les questions soit en privé ou soit dans les commentaires de ce live-là. Et puis, ça va me faire plaisir de répondre, d'essayer du mieux que je peux de répondre à cette question-là, soit par le biais des spécialistes qui vont venir se joindre à moi cette semaine, ou bien, peu importe, je vais essayer de répondre à vos questions du mieux que je peux. Elle a fait une vidéo à ma mère quand ma maman a fini ses traitements. « Oh, c'est bien le fun! Ces traitements... Ta mère a eu un cancer du sein, Julie? » C'est une amie à toi. Ouais. Ah, écoute, Annick était... On a tous besoin de quelqu'un, je crois. C'est comme ça que je vais conclure, en fait, le live de ce soir. Je pense que quand on reçoit un diagnostic de tous les cancers, mais on parle du cancer du sein en ce moment, on gagne à avoir un contact dans notre entourage qui est déjà passé à travers ça. Si jamais vous venez de recevoir un diagnostic, si vous pouvez contacter quelqu'un qui est passé à travers cette maladie-là avant vous, qui est capable de vous rassurer, de mettre un petit peu plus de lumière sur le choc que vous êtes en train de vivre, vous avez beau être entouré de tous les gens qui vous aiment dans votre vie, il reste qu'on se sent plus seul que jamais quand une bombe telle que le cancer tombe dans notre vie. Fait que c'est important de parler à quelqu'un, je pense, qui est déjà passé à travers ça. Moi, ça a été Annick Lemay. Ça a été la première personne à qui j'ai parlé le soir même de mon diagnostic. Et parce que j'avais déjà travaillé avec Annick dans le passé, puis que c'est ça, je la connaissais. Et le lendemain matin, je prenais un café chez elle. J'étais allée m'asseoir avec elle.
Et elle a été d'une grande aide. En fait, elle m'a vraiment... elle m'a rassurée. Elle m'a dit, c'est gros, je te mentirai pas, c'est gros, ce qui s'en vient, c'est sûr. Mais il y a une lumière là-dedans aussi. Je vais toujours me rappeler de ça. Elle m'a dit, il y a une lumière et une humanité qui jaillit de cette expérience incroyablement dark qui est celle du cancer. Et je peux te dire aujourd'hui que je me sens plus vivante, plus lumineuse et plus légère que jamais. Puis là, Annick, à ce moment-là, elle était, je pense qu'elle entamait sa 3e année post-cancer, quelque chose comme ça. Fait que ça m'a fait du bien à entendre ça. Ça a été vraiment super rassurant. Puis elle m'a accompagnée, en fait, tout le long de la maladie, Annick. Et ben, j'ai répété la chose, j'ai remis au suivant parce que j'ai fait la même chose avec des gens qui m'ont contacté avec un diagnostic plus tard. Et puis, voilà, dont Jeanne Leblanc, que je vais recevoir cette semaine. Fait que voilà, c'est tout. Passez le mot, n'hésitez pas à partager l'information à toutes les femmes de votre entourage, à tous les gens autour de vous, si vous connaissez des gens qui ont eu un cancer du sein, qui ont la génétique, mais même sans diagnostic, même sans avoir eu un cancer du sein, je pense que c'est pertinent comme information à partager à toutes les femmes qui ont des hormones, tout simplement. Alors voilà, merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Bonne soirée tout le monde.